Nous allons pouvoir vous donner la parole et procéder à quelques questions, échanges. Il y a des mains qui se lèvent là-bas, à droite là-bas. Je suis Aïgouch Abderrafik, donc je suis militant CGT, mais je dirais plus militant pour la transformation du travail, Île-de-France, et en responsabilité sur plusieurs mandats qui concernent les instances santé au travail. Donc, c'est bien qu'on soit ici, et je terminerai aussi par ce qu'il y a ici, c'est que ce qui me plaît, c'est l'émission qui porte sur le travail que la chaîne parlementaire diffuse, où il y a des éléments intéressants selon les thèmes qui sont présentés. Je vais reprendre par rapport à la qualité de vie au travail. On peut signer tout ce qu'on veut, on peut écrire tout ce qu'on veut, sauf que la mise en œuvre, elle ne peut être faite que par le fait innovateur de transformer le travail et ses conditions. Et ça ne peut se faire que par l'intervention de tous et par tous. C'est-à-dire que ça a été plusieurs fois présenté dans la journée, du chef d'entreprise à celui qui réalise le travail. Et ne pas oublier que la transformation de la nature, elle passe par l'homme. Donc c'est l'individu qui fait le collectif. Et je pense que ça, c'est dans une entreprise, quand on l'aborde comme ça, c'est-à-dire qu'on doit y introduire la question de la démocratie. La démocratie, c'est consulter, demander aux autres ce qu'ils pensent de ce qu'on fait. Et il y a eu plusieurs cas qui ont été présentés dans la journée. Donc ça, c'est un élément important pour avancer. Donc, tout en allant dans ce sens-là, c'est qu'il faut prendre en considération de les objectifs qu'on veut atteindre. Et ils ne sont atteignables que lorsqu'ils sont concrets. C'est-à-dire qu'on ne peut pas demander la Lune et dire du jour au lendemain, on va tout transformer. D'ailleurs, ça se fait par étapes. Et les étapes, moi, nous, comment on les voit, c'est d'abord l'écoute, l'observation, le partage, l'émulation, l'évolution, donc au bout. Et là, ça passe par un grand sens de l'humilité et de la probité dans les idées. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'a priori à avoir sur les uns et les autres. C'est ce partage-là qui peut faire avancer les choses. Donc c'est une expression démocratique, qu'elle soit dans l'entreprise ou autour de l'entreprise. Et quand je dis expression démocratique, c'est-à-dire que c'est l'intervention de tous, que ce soit les instances, on peut parler du réseau des CARSAT. Tout à l'heure, j'entendais la question des médecins sur ce qui m'interpelle, c'est qu'on a mis en place le médecin référent. Est-ce que ça, c'est pas à rediscuter ? De dire tel médecin référent à 1000 ou 1500 patients qui sont parfois obligés d'attendre une semaine ou 2 semaines pour se faire soigner, et donc aller au travail tout en étant malade, de fait de ne pas avoir un médecin autre, ou soit ne pas être remboursé. C'est aussi des questions à se poser. Donc c'est tout le rôle fondamental des structures publiques, une des structures et une des institutions dans laquelle on est, de rediscuter toutes ces questions-là. Et je pense que quand on parle de référendum, le référendum, c'est pas l'idée dont on se fait nous, c'est le référendum, c'est la prise en main du travail par l'ensemble. Et ce que je disais au départ, on ne peut pas faire autrement. Ça fait sens. Ça fait sens parce que les gens, tous les salariés s'y retrouvent. Et la meilleure des récompenses, on est tous passés par des temps difficiles quand on est militant, c'est que moi j'ai eu l'occasion, je ne le cache pas, hein, je me suis longtemps battu, je me bats encore pour les travailleurs sans papier. C'est quand je croise un travailleur sans papier dans la rue et qui me dit voilà, j'ai mon CDI, je peux me faire soigner parce que j'ai eu un accident de travail que je n'ai pas pu soigner, j'ai un appartement ou un logement décent comme tout le monde, et la transformation elle est là, elle est visible, elle est devant nous, elle est devant chacun. Le travail, ça peut être le même objectif. C'est là, quand je parle d'objectif concret, c'est de dire, d'arriver en face d'un travailleur, dire je suis content de mon travail, j'ai plus besoin de prendre de médicaments, je peux faire mon travail tranquillement et je ne me casse pas la tête à aller me demander si autour, dans la question du territoire, je dois me presser pour aller rechercher mes enfants ou de peur de rater mon train. C'est tout un ensemble, c'est une globalité. Et donc, ça a été abordé plusieurs fois dans la journée et je pense que c'était vraiment enrichissant. Voilà. Merci de votre témoignage. Néanmoins, avez-vous une question éventuellement pour qu'on puisse échanger ou... D'accord.
Il y a une question la ici. prise de parole, c'est que les instances, les institutions prennent la main sur ces questions du travail, mais vraiment sérieusement, et pas du haut, pas du haut en disant, sans questionner ceux qui le font, c'est-à-dire aller interroger sur le terrain ceux qui le font. Quand j'ai abordé la question de l'émission de la chaîne parlementaire, elle est intéressante, parce que ces députés, ces sénateurs qui vont rencontrer les salariés ou les artisans, etc., c'est quand même une expression de la démocratie en direct. Merci. C'est demander comment on fait et ce que vous attendez de nous. Je crois que M. Elmanani souhaiterait échanger avec vous. Non, c'était juste sur la question du médecin référent, que je peux partager avec vous là-dessus, parce que c'est vrai que ce que vous dites, parfois c'est compliqué d'accéder aux soins à cause, enfin, entre autres à cause du médecin traitant. Mais ce qu'on a mis en place sur le territoire dont je parlais, c'est on a mis médecin du cabinet. On est passé de médecin référent à médecin du cabinet. Et grâce à ça, en fait, on a pu absorber l'activité de 3 médecins autour. Voilà, des choses concrètes. Merci. Une autre question. Et puis, il y aura une question ici aussi, madame. Moi, j'ai une question très rapidement. C'est Valérie Ganem à nouveau. Je voulais demander à monsieur Caron combien il y avait d'habitants dans sa commune. 7000. Combien? 7000. Ah, d'accord, merci. Ben voilà, c'est facile les questions comme ça. Je me demande s'il y avait besoin d'un navigateur. Allons-y. Madame. Josiane Pinto, psychologue clinicienne. Une mini-question à Jean-François Caron pour mesurer l'ampleur de la coopération dans votre ville. Est-ce que des hommes ont tricoté des morceaux de l'écharpe? Bien sûr, parce que c'est parti du foyer logement, où il y avait déjà une habitude de production collective. Et on a un foyer logement qui irrigue la ville, c'est très étonnant, c'est-à-dire qu'il n'est pas en situation de périphérie au monde ordinaire, mais c'est un lieu d'initiation de plein de choses. Et il y a des hommes au foyer logement qui se sont mis à tricoter. Et comme, parce qu'à force, dans les processus... En fait, les processus qu'on met en place dans la ville sont des processus d'implication et du coup de saluer les initiatives. D'ailleurs, on a généralisé des systèmes 50-50, par exemple, initiatives d'habitants, sur lesquelles on fait des contractualisations entre des groupes d'habitants et la municipalité, sous forme associative ou sous forme presque informelle. Ça peut aller du nettoyage des terris par l'association de marche nordique, à la réfection des chemins avec les agriculteurs, ou à des embellissements de quartiers où la commune amène les fleurs et les jardinières, où les habitants des herbes et arrosent, par exemple. Donc on a généralisé beaucoup de choses comme ça. Et donc on théorise le droit à l'initiative des habitants. Et comme elles ont commencé au départ, parce qu'il y a quand même plus de femmes que d'hommes qui tricotent spontanément, c'est une réalité. En plus, chez nous, les hommes étaient au fond de la mine, donc c'est quand même des représentations très... c'est pas l'Île-de-France, hein. Bon. Et enfin, quoique, oui, on va le demander. Moi, je sais faire, hein. Enfin, bon. Et ils ont appelé, sans me le dire, parce que c'est la règle du jeu, Fildar, qui est à Roubaix, et ils ont récupéré un camion de laine usagé. Et que Fildar a été séduit par ces groupes d'habitants. Et donc là, du coup, ils n'avaient plus assez de monde pour tricoter. Et du coup, ils sont rentrés en lobbying pour trouver des tricoteuses et des tricoteurs. Et ça a tricoté pendant une saison complète. Je ne sais pas s'ils ont tricoté autre chose que des aiguilles, mais en tout cas, ça a créé des liens parce que ça a permis de développer... et encore une fois, ça a connecté le foyer logement avec la vie de la commune et de la municipalité. Sens large. Merci. Une autre question aussi. Oui, moi, sur les coopérations et le territoire, moi, je voudrais poser des questions, alors à la fois aux élus, mais à la fois aux représentants des pouvoirs publics, de manière générale. Après un parcours entrepreneurial, je me suis amusé à prendre la direction d'un service de santé au travail pour passer de l'autre côté de la barrière. Et la première question que je me suis posée, puisque nos autorisations sont territoriales, c'est d'aller voir les responsables du territoire pour leur dire quelle est votre politique en santé au travail.
Comment coordonnez-vous les actions de tous les acteurs? J'ai eu un rendez-vous au niveau du département 1. On m'a dit, on va vous répondre. C'était il y a 3 ans. Deuxième étape, donc, que font dans ces problématiques où les ressources deviennent rares? Quelle est cette vision perspective de parler de où va se passer le travail de demain et sous quelle forme pour que nous puissions organiser nos ressources? Elle relève des élus qui doivent nous donner des renseignements pour que nous puissions bien faire notre travail. La deuxième chose, c'est que nous avons des partenaires naturels, la Directe. Où est la cartographie des risques? Tous les ans, ils réclament avec une insistance incroyable les rapports d'activité de tous les services. On donne. Il n'y a rien en retour qui nous permette d'avoir une vision globale, puisque nos agréments étant parcellaires, on n'a pas la vision territoriale. Troisième partenaire, je suis désolé, je sais qu'il est dans la salle, mais on s'entend bien et ce n'est pas une critique à son égard, c'est notre partenaire assureur des salariés, qui a une vision par rapport à des taux de fréquence, des taux de risque et des éléments, qui, lui, regarde la diminution de ces taux-là et de ces remboursements, mais qui ne correspondent pas forcément à une problématique territoriale. Comment coopérer ensemble alors que nos objectifs ne sont pas nécessairement identiques? Et quels sont les endroits où l'ensemble des acteurs se retrouvent pour échanger sur la vraie problématique territoriale? Donc, quand est-ce que le politique, au lieu de regarder juste la question des visites médicales, pose la question du travail et de la prévention du travail en mobilisant un niveau de compétence, c'est-à-dire que lorsqu'on fait la somme de toutes les compétences qui sont mises en œuvre sur le territoire, que ce soit en médecin, en ergonome, en psychologue, en technicien HSE, il y a un niveau de compétence qui est fort, qui est l'arme au pied et qui attend toujours qu'on leur donne des billes pour pouvoir agir efficacement, parce qu'on leur aura tracé des chemins, des perspectives pour monter un projet territorial de santé au travail, quitte à faire une grande écharpe sur tout le département. Merci. Y a-t-il des réactions auprès de nous? Un certain nombre de sujets, je crois, que seront abordés dans la deuxième sous-session, mais je ne sais pas qui veut... Oui? Moi, je peux essayer de donner quelques éléments de réponse. Bon, d'abord, je pense que... je ne suis pas représentatif de tous les élus, mais j'ai quand même baigné dans beaucoup d'univers. Il y a un décalage sur les représentations de ce qu'est le travail qui est très très fort, en tout cas chez nous, qui sommes d'une région de vieille industrie. On raisonne, et je raisonnais le premier d'ailleurs, avec des schémas du monde d'hier, quoi. Et où donc les problèmes ne sont pas bien identifiés parce qu'on raisonne encore avec des problèmes de combien de kilos on soulève dans une journée, etc., etc. Bon, en plus, moi-même, j'avais, dans ma formation de cadre, fait une formation d'ergonomie. J'étais très attaché aux postures de par mon métier, tout ce qui était les caractères plutôt autour des postes de travail, etc. Et quand je vois comment moi-même je suis passé à côté de ce sujet-là dans mes premières années, il y a vraiment un décalage, je pense, important des élus. Alors, moi quand je suis arrivé maire, par exemple, j'ai voulu titulariser tous les gens qui étaient en heures, parce que je considérais que c'était extrêmement important pour leur propre stabilité, pas seulement pour les revenus, quoi. Parce qu'une titularisation, c'est pas pareil que quand vous faites X heures par semaine, même si on vous dit que vous les ferez jusqu'à la fin de vos jours, c'est pas pareil. Bon, j'ai mis en place, parce qu'on était aux limites pour le CTP, on a mis en place des procédures, parce que ça, c'était ma culture de santé qui m'a amené à faire ça. Mais là où j'ai fait une erreur grave, j'ai essayé de l'expliquer tout à l'heure, c'est que j'ai cru que la question de la santé et du management, c'était de donner envie aux gens. Et que c'était de les faire rêver, de les faire monter dans le bateau, de créer des espaces de coproduction. Ce que je n'avais pas mesuré, c'est que ça les mettait dans d'autres types de problèmes. Et que du coup, je suis complètement passé à côté de nouvelles souffrances. Alors que pourtant, j'avais une sensibilité à ces questions-là. Et c'est quand j'ai commencé à avoir des burn-out autour de moi, que je ne comprenais pas, parce qu'en plus, je trouvais ça injuste en tant qu'élu, en disant, mais enfin, quand même, je leur ai offert des espaces où ils peuvent s'éclater, quoi.
Il s'éclatait tellement qu'il s'en allait, quoi. Et ça m'a mis un moment. Et c'est parce que j'ai fait cette rencontre que je me suis rendu compte qu'il ne suffisait pas d'essayer d'associer les gens pour redonner prise, mais que derrière, il y avait des nouvelles questions qui apparaissaient, des gens qui multipliaient les heures, par exemple, sans que je leur demande. Parce que le projet était enthousiasmant, et moi, je ne me faisais pas de soucis. Je disais, mais enfin, c'est enthousiasmant, donc ça va, quoi. Enfin, une fois qu'on a envie, on va escalader l'Everest. Ben non, c'est pour toutes les raisons que vous avez très bien expliquées, madame, ça ne marche pas comme ça, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il y a un décalage fort de la classe politique, sauf peut-être de ceux qui, comme monsieur, ont une culture de syndicalistes, etc., qui sont venus de ça. Mais ceux qui sont venus d'autres univers, je ne suis pas sûr qu'ils mesurent le quart de ce qui se discute ici. Enfin, c'est un avis personnel. Bien, merci. Je vous propose de passer à l'autre bordée d'orateurs, comme on dit en marine. Oui, il y a 2 personnes, une ici. Allez-y, allez-y. Merci de vous présenter. Bon, ça me fonctionne. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, Maurice Deminck, responsable santé-travail, région Île-de-France CGT. Voilà, un petit témoignage qui ne sera pas trop long et 2 questions dont l'une demandera une réponse. Vous allez voir, ça va... Voilà, simplement, un peu l'expérience qu'on a depuis 4 ans, c'est, disons, de travailler sur la question santé-travail en y associant, disons, tous ceux qui sont concernés, hein, du salarié au CHSCT, mais bien sûr l'ensemble des préventeurs, services de santé au travail, CRAMIF, inspecteurs du travail, ARACT, etc. Donc, on a eu donc 3 expériences, 3 actions qui ont été menées dans le cadre du plan régional de santé numéro 2 et qui ont, on peut le dire, qui ont eu disons, des intérêts assez importants puisque à partir de la parole des salariés, c'est-à-dire qu'on a fait exprimer les salariés par rapport à leurs conditions de travail. Et ce n'était pas forcément évident parce qu'on s'est adressé aux salariés de la propreté, par exemple, à la Défense, ou les salariés de la Sûreté, ou des pistes sur l'aéroport de Roissy, ou des salariés qui sont en sous-traitance, précaires, etc. Donc, on a réussi disons, à mettre en œuvre ces actions qui ont permis quand même de mettre tout le monde autour de la table pour discuter des problèmes qui ont été exposés par les salariés et qui ensuite ont pu être plus ou moins, mais dans certains cas avec quand même succès, disons notamment au niveau de la Défense, mais y compris sur la plateforme de Roissy, disons par tout le monde, et y compris avec l'aide des CHSCT. Nous avons travaillé, et M. Gaïssé il faisait référence tout à l'heure, donc avec la CMS, mais y compris avec d'autres services de santé. Et on a essayé d'être le plus large possible, et je pense qu'on a réussi quand même quelque chose de bien. Sauf que on peut toujours, disons, se féliciter de ce qu'on a fait, mais on a quand même, disons, un constat un petit peu difficile si on aborde la question des services de santé au travail autonomes, notamment des grandes entreprises, et y compris des représentants des employeurs. C'est un peu embêtant quand même. Donc voilà, nous, la première question qu'on pose, et qui ne demande pas forcément une réponse aujourd'hui parce qu'on est vendredi fin de semaine, comment on pourrait avancer sur ce terrain-là sans être obligé d'avoir recours à l'ail ou à l'eau bénite, quoi, pour s'extirper des diables, etc. Bon, plus sérieusement, ces démarches qui sont des expériences au niveau de notre région, de la région Île-de-France. Comment faire pour que cette démarche puisse, cette volonté disons, de travailler ensemble, on la fasse entrer partout, quoi, qu'on la fasse développer partout.
Je pense qu'aujourd'hui, c'est aussi à nous de nous interroger comment faire. On a tous des responsabilités dans nos organisations, dans les instances où on est. Comment aider à ce type de démarche donc qui permettrait véritablement d'avancer, y compris on a la possibilité, hein, on est dans les régions, on est, disons, à l'aube, enfin on est en train de discuter des plans régionaux de santé, comment faire pour inscrire ce type de démarche pour que les actions qui vont être retenues, j'espère le plus rapidement possible, contiennent cette donnée du travailler ensemble, tous ensemble, en n'excluant pas les représentants des salariés. Hein, et voilà quoi. Je pense que ce sera la meilleure réponse qu'on pourrait faire. Malheureusement, et ça a été dit par Madame la députée tout à l'heure, il y a beaucoup de lois qui sont sorties ces derniers temps, ou qui sont en train de sortir, ou qui sont en chantier, où malheureusement, on ne peut pas dire que le dialogue social soit, disons, très favorable aux représentants des salariés. Donc, on ne va pas se focaliser là-dessus, mais comment faire, nous, dans notre activité, dans les démarches, dans ce qu'on peut entreprendre, comment on peut mettre tout le monde autour de la table, travailler et puis œuvrer, en fin de compte, pour là où on a nos responsabilités, c'est-à-dire empêcher que des salariés soient exposés, disons, à de nombreux risques professionnels. Merci. Je vous remercie. Y a-t-il des commentaires? Monsieur Gaïssé, peut-être vous. La seule réponse est oser. C'est ce qu'on fait. Et puis la deuxième chose, c'est convaincre. C'est ce qu'on essaye de faire tous les jours, y compris la Directe, d'autres partenaires, puisqu'on a la CRAMIF qui est avec nous. Enfin, dès qu'on commence à élargir le cercle, eh bien, petit à petit, on s'inscrit dans un territoire. Alors, il y a énormément de travail à faire aussi sur les marges de manœuvre à donner, quoi, un certain nombre de partenaires. Et c'est vrai, quand c'est trop prescrit, quand les législateurs veulent regarder tout dans le détail, on va dire, ça cristallise des postures et ça ne fait pas avancer les choses. Donc, j'aurais tendance à dire, laisser de la liberté aux acteurs, donner des possibilités d'inventer des modes de coopération, puisque c'est le mot qu'on conjugue là cet après-midi, des modes de coopération parfois très originaux, mais il faut les laisser s'exprimer, et ensuite évaluons un peu les travaux qui sont faits par les uns et par les autres. Voilà. Une autre question? Allez-y. Qui a le... Oui, ici, pardon, Xavier Baron, à Thémis. Je voulais revenir en posant la question aussi bien à notre député qu'à notre maire, la question du rapport à l'État s'agissant du travail. Il y a plusieurs écrits, il y a beaucoup de réflexions qui débouchent aujourd'hui sur le constat de l'effondrement de l'État tutélaire, traditionnel, surplombant, essentiellement par la démonstration de son incapacité, bien plus que par la démonstration de son impuissance. On voit remonter donc la question des territoires, parce que cet État qui pour être bienveillant et tutélaire, encore faut-il qu'il dispose de l'information, et Mohamed El Manani nous a explicité comment, à partir d'une position apparemment modeste, il était bien plus capable que le préfet, que l'agence régionale de santé, que l'ordre des médecins, que je ne sais quel planificateur local, de savoir ce qui se passait sur le territoire en matière de santé. Donc on a un problème d'accès à l'information qui compte. Le maire en sait probablement plus que le préfet certainement plus que l'État central. On a un problème de légitimité, parce que la légitimité, c'est d'abord la capacité d'action. La capacité d'action, on ne l'a plus au niveau de l'État central. Alors, je voudrais poser la question, au-delà de la question des projets, au-delà de la question de cette capacité d'action, l'enjeu que soulignait Christian Dutertre de la reconnaissance suggère, au-delà des autorités territoriales ou des autorités de liant au niveau du social, au-delà de la question de la vision, de la stratégie et des projets, importants mais qui ne suffisent pas, la question de la reconnaissance pose la question de qui reconnaît quoi, c'est-à-dire finalement de la légitimité de quelque chose qui relèverait d'une forme de jugement sur ce qui fait
sur ce qui est bon, sur ce qui est bien, sur ce qui est du bon travail, sur ce qui est utile socialement, sur la question finalement de la détermination d'une valeur dont on a vu ce matin longuement qu'elle n'était ni mesurable ni dénombrable, comme à la grande époque de la production industrielle. Oui, puisqu'on parlait de territoire, ma question est la suivante. C'est est-ce que dans le cadre de la loi Rebsamen sur le dialogue social ou dans le cadre de discussions à venir sur l'évolution du droit du travail, est-ce qu'il existe des CHSCT de branches ou territoriaux, par exemple, à l'heure actuelle, qui pourraient s'appuyer sur des périmètres territoriaux d'organismes de médecine, de santé au travail ou des choses comme ça? Est-ce que c'est envisageable? Est-ce que ça pourrait se faire? Alors, sur ces deux questions, y a-t-il des commentaires au niveau de la table ronde? Sur les CHSCT territoriaux, par exemple, nous, avec l'initiative de l'Union régionale Île-de-France, CGT, on aimerait faire émerger un CHSCT territorial au niveau de Roissy, par exemple. Voilà, il faut... Bon, les CHSCT, je veux dire, c'est des expressions. Ces lieux-là, d'ailleurs, on a fait une grande réunion à leur initiative. On a fait une réunion, on a eu tous les HSCT qui étaient là avec nos partenaires de santé au travail. Voilà. Mais il faut que, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que je ne vais pas critiquer l'État parce que je crois que l'État, il est écrasé par la volonté de bien faire. Voilà, il veut bien faire. Alors il sort, comme vous disiez, des textes, une espèce du harcèlement textuel. Vous connaissez la formule? Le harcèlement textuel, voilà, on est là-dedans. Donc il faut sortir de ça. Il faut sortir de ça et il faut automatiquement rentrer dans des logiques où on prend des dispositions, on installe des actions. Comme dirait René Char, il faut agir en primitif et penser en stratège. Voilà, c'est tout, à la place de l'État. Enfin, je ne veux pas critiquer l'État parce que je suis un grand fidèle de la République et on est dans un lieu fort, très, très fort. Mais l'État, moi, je le respecte fondamentalement. Ce qu'on voudrait dire, d'une certaine manière, si je me résume, plutôt des cadres. Alors, comme ça, on fait un cadre et pas trop d'ingérence dans le mode de fonctionnement pour laisser de la liberté aux acteurs de faire des points d'étape, de dire où ils en sont, de faire ce qu'on appelle des évaluations. Voilà. Aux acteurs de revenir pour rendre des comptes. C'est ce que nous faisons, nous. On fait un point d'étape régulier sur notre projet de service. Et voilà. C'est donner des cadres et laisser la main un peu aux acteurs et rendre des comptes. Je vais... Oui, bon, quelques commentaires en réaction, puis je m'excuse par avance parce que je vais devoir vous quitter juste après mon intervention. Pour reprendre sur les questions qu'il y a eu, sur la question des branches, j'attire votre attention sur le fait qu'on a une discussion en cours actuellement, qui est la question, vous le savez, de la réduction et du rétrécissement du nombre de branches. Il y a un rapport qui a été rendu récemment par le conseiller d'État Patrick Quincton, et il y a une volonté législative d'aller sur le rapprochement, et donc ça pose aussi différemment les questions qu'on a là. Moi, à titre personnel, je pense que la question de la réduction du nombre est une question qui peut se poser. Il faut savoir dans quelle mesure. C'est-à-dire qu'il ne faudrait pas non plus qu'on ait une dilution justement de la spécificité de métiers et de secteurs d'activité. Et je crois que là, il y a un petit sujet. Il va falloir identifier le risque par rapport à ça. Deuxième chose que je voulais dire, c'est sur la question de la reconnaissance et la question qui était posée finalement, qui à mon sens est celle de l'évaluation. Et là, il y a plusieurs niveaux de réponse. Il y a l'évaluation au niveau de l'organisation interne de l'entreprise, du management et de la manière dont on réfléchit là-dessus. Et puis il y a effectivement, au-delà, la question de la mesure de l'utilité sociale. Et là aussi, il y a eu un certain nombre de travaux législatifs qu'on a confiés notamment à des universitaires je pense notamment aux travaux qu'a fait Philippe Frémaux d'Alternative économique, dont vous avez sûrement connaissance, qui a essayé de travailler justement et de réfléchir sur cette question de l'utilité sociale et de ce qu'on met derrière le terme de valeur, puisque de là découlent effectivement des modifications de pratiques, notamment dans les comportements au travail. Mais on a beaucoup de mal aujourd'hui à faire passer ces réflexions-là de l'ordre de la réflexion à de l'ordre de la mise en législation concrète, j'ai envie de dire, parce qu'on n'est pas peut-être complètement prêt, et puis aussi parce qu'il y a des batailles et des enjeux culturels derrière, et que la pensée dominante ne va pas nécessairement
nécessairement dans le sens de la reconnaissance de cette utilité qui serait fondée sur autre chose que l'accroissement de la productivité et des rémunérations. Donc voilà, je crois que le débat doit continuer là-dessus. Et puis dernier élément sur la question de l'articulation entre les niveaux, État, pas État, niveau déconcentré, etc. Je crois qu'il faut à la fois qu'on arrive à trouver, moi je n'oppose pas nécessairement tous les niveaux, je crois qu'il faut qu'on arrive à trouver à la fois un équilibre entre le fait qu'on puisse laisser une forme de souplesse et d'autonomie des acteurs sur les territoires, mais qu'en même temps, on est quand même une puissance publique, et ça peut être l'État comme ça peut être les collectivités, moi je parle plutôt de puissance publique, qui assure un certain nombre de règles de protection et de mutualisation aussi, parce que faisons attention à ce qu'on ne rentre pas dans des logiques d'accroissement des inégalités. Et donc c'est toujours cette question d'articulation entre l'autonomie qui est la proximité des acteurs de terrain, mais en même temps le fait de pouvoir garder des mécanismes qui permettent de réguler et de mettre en place des protections pour tout le monde. Donc par rapport à la question, bon, déjà moi ce qui me frappe, c'est que la figure de l'autorité est en train de changer à toute allure. D'ailleurs, je participe à des travaux du MEDE avec la commissaire générale au développement durable qui organise toute une série de séminaires avec l'ensemble des DREAL de France, enfin des équipes, autour de ce changement de figure de l'autorité, du nouveau rôle de l'État. Et bon, il y en a sûrement ici, des fonctionnaires d'État dans les ministères, mais ils ne savent plus où ils habitent. C'est quand même très très compliqué pour eux de... alors la nouvelle génération qui sort des écoles, bon ça va, mais il y a quand même beaucoup de représentants d'État qui sont en grande difficulté par rapport à qu'est-ce qui est vraiment attendu de l'État. Bon ça c'est pas un jugement, hein, c'est juste une constatation que je fais. Et la constatation que j'ai faite quand j'étais vice-président, où l'État était encore à l'époque, c'est dans les années 2000, un peu plus présent, c'était la difficulté qu'avait l'État d'être en même temps dans le régalien, le normatif, le contrôle, etc., et dans les postures d'animation. Notamment, par exemple, sur les questions économiques, c'était frappant, quoi. Les DRIR, elles étaient en même temps surveillants des méthodes, des pollutions, et en même temps attributeurs de subventions et animateurs du dispositif économique. Et ça créait des trucs compliqués. Pour moi qui ai eu Métal Europe, je ne sais pas si vous vous rappelez de Métal Europe, Glencore, l'ADRIR et Métal Europe, enfin, je ne sais pas comment eux, ils faisaient pour dormir dans leur lit et dans leur tête le soir, parce qu'ils étaient dans un truc compliqué. Entre d'un côté, il faut poursuivre Métal Europe avec toutes les questions économiques et d'emploi que ça posait, et de l'autre côté, la santé des populations. Enfin, c'était très compliqué. Donc je pense que l'État est de moins en moins animateur. C'est pas, je dis pas que c'est bien ou pas bien, je l'observe en tant qu'élu, et que du coup, effectivement, ça se déplace beaucoup plus sur les élus territoriaux qui ont ce rôle à jouer, notamment la montée en puissance des régions. Alors sur le territoire, je pense qu'il y a deux, enfin, il y en a plein de définitions du territoire. Christian en a donné tout à l'heure. Moi, je pense qu'il y a des territoires qui s'organisent autour de projets. Enfin, c'est des territoires au sens immatériel, hein, ce que je parle. C'est-à-dire, c'est des convergences d'acteurs autour de projets. Et quand le projet est un projet de territoire, comme c'est le cas dans notre ville, donc effectivement, là, c'est extrêmement intéressant d'avoir ce territoire englobant qui permet d'accueillir. Puis on peut avoir peut-être une version un peu plus passive, mais c'est une formule que j'emploie souvent. Je dis souvent, le territoire, c'est un chaudron dans lequel on met tout, quoi. On met tout. Les pauvres, les largués, les super-héros. Bon. Et c'est vrai que quand on est animateur territorial, il y a à la fois cette envie d'entreprendre, etc., et en même temps de ce qu'on tire dans nos filets des gens qui sont en exclusion, difficultés, de toutes les pathologies à traiter. Et là, je ne parle pas de pathologie au sens mental, hein, je parle de pathologie du territoire, etc. Donc c'est extrêmement compliqué. Et d'ailleurs, c'est un sujet que vous n'avez pas abordé, mais que je vous recommande d'aborder, c'est la santé mentale des élus. Mais je suis sérieux quand je dis ça. C'est extrêmement compliqué d'être... Quand ma voisine, tout à l'heure, était très émue de ce qu'elle accueille,
Mais imaginez ce que vous accueillez quand vous êtes maire, comme vous, sur d'autres mots certainement, mais le nombre de fois où vous avez envie de prendre 20 € pour le donner à des gens qui peuvent plus se chauffer, plus se nourrir, etc. Enfin, c'est très compliqué les savoir-être des élus. Hein. On peut les critiquer, mais psy et politique, il y en a des questions à traiter là. Bon. Donc l'élu doit avoir des savoir-être pour être animateur, ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure. Pas surplombant, pour être dans l'action, parce que moi, c'est ma façon d'être, de dire que c'est dans l'action qu'on va permettre aux gens de se réaliser, de monter dans le train, quoi. Voilà, donc à moi, en tant qu'élu, de trouver les bonnes formes de cette action, et l'écharpe en est un exemple. D'ailleurs, pour la petite anecdote, toutes celles qui ont fait des écharpes, comme là on a accueilli la COP21, elles ont retricoté des écharpes vertes parce qu'elles s'ennuyaient de ne plus avoir de projet collectif. Donc on a fait 400 écharpes vertes pour le TGV qui devait nous amener des délégations du monde entier. Enfin, elles sont restées à Paris, donc on a 400 écharpes disponibles. Le dernier point, c'est... Mais c'est pour ça que je disais en aparté à Christian Dutertre, puisque la question de la reconnaissance est aussi centrale, quelles sont les formes que peuvent prendre la reconnaissance et comment le territoire peut offrir des offres de reconnaissance. Moi, j'en ai deux. Alors, une qui est d'une banalité affligeante, mais néanmoins pas négligeable, c'est les remises de médailles devant toute la population. Et je suis toujours stupéfait de comment les gens sont... Il y en a qui pleurent qu'on leur remet une médaille pour 15 ans de travail. Et je me moque pas quand je dis ça. Je trouve ça extrêmement touchant. Donc c'est un exemple. Bon. Et j'en ai un deuxième là qui me vient, c'est que chaque année, dans notre cérémonie des vœux, bon, j'essaye de mettre une thématique, et maintenant ça s'est transformé en rituel. Un mois avant la cérémonie des vœux, le chef des services techniques vient me dire quel va être le thème. Il repart, et je ne sais pas jusqu'à le jour des vœux ce que les ouvriers de la ville vont préparer comme mise en scène du décor. Bon, et cette année, c'était sur la 3e révolution industrielle, parce que je travaille beaucoup avec Jérémy Rifkin. Eh ben, ils sont allés rechercher des tonneaux de pétrole symbolisant la 2e révolution industrielle, une mise en scène du charbon. Enfin, ce sont des œuvres d'art. D'ailleurs, à chaque fois, je fais des photos de partout. Et c'est leur reconnaissance annuelle, de leur créativité, de leur façon de contribuer au projet de la ville. Donc c'est pour ça que j'instille cette idée que les différents dispositifs de reconnaissance évoluent en même temps que le travail évolue, et que ça vaudrait le coup qu'on se pose la question, parce que c'est une question compliquée quand on n'est pas formé à tout ça. Et oui, les élus locaux ont un rôle important par rapport à ça. Christian, vous voulez intervenir? On va terminer sur votre intervention dans la mesure où, à 16h30, on doit conclure cette session. Je vais rebondir sur la question de la reconnaissance. Notre ami député est parti, mais j'ai un petit désaccord avec elle. C'est-à-dire que la question, bien sûr, on a besoin d'évaluation de politique publique. Bien sûr, on a besoin d'une évaluation du sens de l'utilité sociale d'une activité, d'une politique. Mais ce n'est pas ça l'essentiel de la reconnaissance. À un moment donné, il faut qu'on continue à discuter. C'est pas ça la question centrale de la reconnaissance par rapport aux enjeux du travail tels que nous venons en parler pendant la journée. Ça donne le sens. Et cette reconnaissance, cette évaluation, lorsqu'elle est correctement faite, elle est faite de manière intéressante, joue un rôle indéniable, surtout pour justifier les politiques publiques ou pour les faire évoluer. Mais c'est pas ça la reconnaissance du travail, parce qu'on sait bien, si on reprend ce que nous avons dit ce matin, à savoir que les efforts ne sont pas proportionnels aux effets. Ça veut dire que les efforts qui ont été engagés par les uns et les autres ne sont pas proportionnels à l'évaluation de la qualité de la politique publique. Ce qu'on disait à propos des entreprises, on le retrouve cette fois-ci du point de vue des institutions publiques. Donc, la reconnaissance, vous voyez ici, comment on jette le problème par la porte, puis il revient par la fenêtre. Si les efforts ne sont pas proportionnels, si les effets ne sont pas proportionnels aux efforts, comment évaluons les efforts?
Comment peut-on remonter le travail réel? C'est ça la question centrale, y compris du point de vue territorial. La médaille, je pense aussi qu'il y a un côté tout à fait émouvant. Mais on voit bien qu'en même temps, c'est décalé par rapport à cet enjeu. D'abord, la médaille, on ne peut pas la donner à tout le monde. Parce qu'ils n'ont plus de médaille. Le fait d'avoir une médaille, c'est que justement, elle distingue. Alors le problème que l'on a ici, c'est justement pas de créer de la distinction, c'est justement de créer des espaces où les gens puissent exprimer les conditions dans lesquelles ils coopèrent et qui s'engagent avec les autres. Alors, je ne suis pas contre la médaille en soi, mais vous voyez qu'il y a décalage. Donc, je suis tout à fait d'accord sur l'idée qu'il faudrait faire un colloque sur la reconnaissance. Parce que là, vous voyez, on a quand même un sujet extrêmement important. Quant à la question de l'État, de la légitimité de l'État, cette légitimité s'estompe, tout le monde le constate, souvent avec regret, on a raison. Parce que quand même, c'est des choses sur lesquelles on essaie de s'accrocher pour pouvoir asseoir l'action. Mais la légitimité, l'autorité viennent du bas. Ça ne vient pas du haut, pouvoir, ça vient du bas. L'autorité monte de l'expérience. On donne autorité. La difficulté à l'heure actuelle, c'est de redonner par le bas une capacité de valider des autorités, de construire les effets d'autorité. Ici, nous sommes dans une crise, de mon point de vue, assez structurelle. C'est-à-dire, y compris du point de vue des institutions, nous sommes confrontés au problème de changement d'institutions. Et donc, de formes qui vont émerger de l'expérience, de l'autorité de cette expérience, pour instituer des nouveaux dispositifs, et c'est à propos et à partir de ce processus d'institutionnalisation ou d'institution de ces nouveaux dispositifs que la question de l'autorité sera liée à la question de la pertinence et à la question de l'institution. Merci. Je vous propose, par des applaudissements nourris, de remercier les